Donc tout d'abord, merci à l'équipe d'Yvet pour cette belle organisation, parce qu'on voit qu'il y a qu'il y a du monde. Pour ma part, je vais aborder la data science et également... Donc je vais aborder la data science et surtout dans le cadre de l'aide au diagnostic. En commençant des définitions, parce qu'on est sur des choses un petit peu connues, pour aller aux choses un petit peu plus précises et surtout aux interactions entre les deux. Alors, qu'est-ce que la data science pour commencer? C'est un gros mot, effectivement. C'est un gros mot qui est composé de trois choses. Dans un premier temps, les mathématiques. Les mathématiques, c'est une science dure, très théorique. C'est des modèles, ça décrit, mais ça décrit la théorie. C'est un outil, c'est un très bon outil, c'est utilisé dans toutes les sciences. On a l'informatique aussi. L'informatique, c'est quelque chose de beaucoup plus applicatif. C'est quelque chose qui nous permet de faire venir toutes les choses complexes dans le réel. Ça nous permet d'avoir une interface. Notre ordinateur, ça, c'est une interface. Pourtant, derrière, il y a de la technique qu'on est loin de comprendre. Quand on combine les deux, les mathématiques et tout ce qui est informatique, on arrive à quelque chose qui est un gros mot aussi, qui est le machine learning. Le machine learning, c'est quelque chose qui se veut évolutif, apprentissage. C'est là où on va prendre les modèles, les faire tourner dans un ordinateur et leur donner la capacité de dialoguer avec nous, en évitant de bafouiller. C'est aussi évolutif, puisqu'il y a ce côté apprentissage. Les données qu'on va mettre dans l'algorithme vont lui permettre de s'enrichir et de faire ressortir des choses différentes après. Il apprend. La médecine vétérinaire, tout le monde sait ce que c'est, j'imagine. Ce qui est plus intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul et se rendre compte que c'est quand même quelque chose qui est horriblement complexe. On a pris quelques années pour apprendre les bases de la médecine vétérinaire et toute une vie pour apprendre la pratique. C'est effectivement l'objet d'une étude. C'est ce qui va nous occuper vraiment sur ces deux aspects qui vont occuper les mathématiques et l'informatique. Quand on combine la médecine vétérinaire et les mathématiques, ça c'est quelque chose qu'on connaît, on les a vus pendant nos études. On a d'abord tout ce qui est biostatistique et épidémiologie. C'est des modèles mathématiques qui permettent de décrire la complexité. Ça reste des choses complexes, ça demande une certaine expertise. Tout le monde n'est pas capable de calculer une sensibilité, une spécificité comme ça au pied levé. Pourtant, c'est des outils qu'on utilise au jour le jour. De la même façon, l'informatique alliée à la médecine vétérinaire, ce seront tous nos logiciels professionnels. Les ERP, toutes les choses qui vont nous faciliter la vie. Par contre, quand on amène les mathématiques et l'informatique dans le monde vétérinaire, là, on a ce qu'on appelle la data science. Pourquoi? Parce qu'on applique des outils et des outils complexes à un monde qui lui-même a sa propre complexité. Et à travers ces combinaisons de complexité, on va avoir des outils de gestion de cette complexité. Et à travers le mélange de complexité, on a des choses simples à utiliser. C'est le but du jeu. Alors, l'aide au diagnostic, ce n'est pas quelque chose de récent. On trouve des publications qui datent de 1954, donc c'est pas d'hier, avec des acronymes en anglais comme MDDS, qui sont Medical Diagnostic Decision Support, ou CDSS plus récemment, qui est Clinical Decision Support System. On va rester sur aide au diagnostic, c'est très très bien. Sur Wikipédia, on fait comme tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'une aide au diagnostic? C'est un outil utilisé dans le processus du diagnostic médical. Ça ne nous avance pas beaucoup, bien sûr. Par contre, la phrase suivante est plus intéressante. Elle est composée de deux parties. Une base de données composée de textes et un moteur de recherche qui donne accès aux informations de la base de données. Donc là, on va pouvoir creuser un petit peu. Donc on a un problème, une problématique, un tableau clinique. On va le soumettre à un moteur de recherche qui va dialoguer avec une base de données pour nous fournir des suggestions. Ok. Bon, prenons les choses dans un sens. La base de données. Comment est-ce qu'on va faire notre base de données? On va rejoindre un peu ce qui a été... Enfin, cette fois-ci, c'est l'applicatif de ce qui a été présenté juste avant. D'où viennent les données? La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir un bouquin. Donc, la bibliographie. La deuxième chose, c'est demander aux confrères qui a 10 ans d'expérience de plus que nous. C'est l'expertise, c'est l'expérience.
Ensuite, on va peut-être aller voir dans le RP, voir un petit peu ce qui a été vu jusqu'avant. C'est consulter les bases de cas. Si jamais on a la chance de travailler dans une école vétérinaire, on a de quoi s'amuser un moment. Et puis, quand le système tourne, il s'auto-alimente, il s'auto-apprend. Comme il va dialoguer avec le praticien, il va pouvoir apprendre, il va pouvoir se dire « là, j'ai pas été optimal, je peux m'améliorer ». On voit qu'on a quand même des données assez hétérogènes, qui ne disent pas toutes la même chose de la même façon. C'est même pire que ça, puisqu'on a des problèmes, de gros problèmes de sémiologie. Vous et moi, on ne va pas appeler la même chose de la même façon tout le temps. Ça, c'est un vrai problème, puisque en informatique, il faut que tout soit standardisé. Mais bon, on trouve des solutions. Tout ça, il va falloir le combiner, il va falloir le mettre en forme, le structurer, il va falloir avoir une analyse compréhensive de toutes ces informations. Il va falloir créer un modèle de la médecine vétérinaire. Ce modèle qu'on va stocker dans une base de données. C'est-à-dire que toutes ces données complexes, elles sont trop complexes à traiter en temps réel. Donc, on va les simplifier. C'est un peu ce qu'on fait. On a appris beaucoup de choses de tous les bouquins. On ne se souvient pas de toutes les lignes, de toutes les pages qu'on a vues et qu'on a lues. Par contre, on s'est créé, nous, notre compréhension, notre représentation de la médecine. C'est pour ça qu'après, on va réussir à avoir notre mémoire de la médecine. C'est un modèle. Toutefois, une mémoire, toute seule, ça ne sert à rien. Il faut la mettre en œuvre. Pour ça, il faut utiliser un moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est lui qui va réfléchir. C'est là où on introduit une petite forme d'intelligence dans le système. Alors, on a 4 stratégies, 4 grandes stratégies. Il y en a d'autres, mais bon, on va rester surtout sur les plus classiques pour établir un moteur de recherche. La première chose, c'est tout simplement un arbre de décision. C'est ce qu'on appelle un arbre diagnostique. Le truc tout simple en humaine. Là, il fait un petit peu froid, je parle beaucoup, je sais que j'ai le fond de la gorge rouge. C'est une angine. Ok. La question, est-ce que c'est une angine rouge, virale, simple, ou est-ce que c'est une angine blanche qui va nécessiter des antibiotiques? Ah, là, on est sur un nœud décisionnel. C'est très simple, il suffit de regarder le fond de la gorge, et s'il y a du blanc, c'est une angine blanche, il faut des antibiotiques. C'est vrai, presque tout le temps, parce qu'une angine en tout début, c'est toujours rouge. On est d'accord. Donc, c'est la limite des arbres de diagnostic. Ça va parfois nous faire éliminer des hypothèses trop vite. Pas pour les cas classiques, mais les cas classiques, on n'a pas forcément besoin d'une aide au diagnostic. Après, on peut avoir une approche probabiliste. Prenons toutes les informations et il va falloir qu'on sache avec toutes ces informations qu'on a tant de pourcents de chance que ce soit une parvo. Alors, quand on dit toutes les informations, c'est quoi? Est-ce que ça va jusqu'à la race de l'animal? Est-ce que ça va jusqu'à l'âge? Est-ce que ça... On est très très vite perdu. Et pour obtenir tous les modèles de tous les cas, ça ne va pas être simple. Après, on peut essayer de combiner les deux, qui va nous donner un petit peu plus de souplesse. Tout ce qui est classification bayésienne. On prend l'arbre de diagnostic, simplement que chaque nœud n'est pas éliminatoire. On va lui donner un pourcentage. C'est-à-dire que dans 80% des cas, mon angine rouge sera virale. Mais on ne va pas oublier les 20% des cas, simplement que ça descend dans le classement. Après, il faut réussir à paramétrer tous les nœuds. Alors les nœuds, c'est les points de décision. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus complexes. C'est tout ce qui est réseau de neurones. Les réseaux de neurones, c'est simplement des petits points qui vont à chaque fois donner une petite bribe d'informations qui vont être combinées. Alors, on parle de couches. Chaque couche a une fonction, chaque couche a... Enfin, c'est assez complexe et assez complexe à mettre en œuvre. Simplement que plus on a de couches, théoriquement, plus on peut faire des choses complexes. Après, il faut réussir à l'utiliser correctement, c'est pas simple. Et puis, on a la mode du deep learning, donc avoir beaucoup de couches, et puis réussir à faire des choses très très complexes. Très utile pour l'analyse d'images. Est-ce que c'est utile tout le temps? Il faut voir.
Et puis, après, quand on n'est pas satisfait avec un système, eh ben, on va essayer de combiner les choses. Soit en les combinant tout en parallèle, c'est-à-dire que chacune va fonctionner et va donner son avis, et à la fin, on les fait voter. Oui, on les fait voter, c'est la démocratie. Et on a un choix à la fin. Ou alors, on les fait travailler de manière sérieuse. Chacune a une action, et chacune va intervenir sur un domaine. Voilà comment est-ce qu'on peut monter un moteur de recherche. Place et rôle de la data science. D'abord, tous les modèles, il faut les créer. D'une part, on a un tas de données. La donnée, une donnée, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut l'avoir compris, l'avoir analysé, l'avoir modélisé pour pouvoir créer notre base de données. Ça, c'est un des modèles qu'on doit créer dans ce cadre-là. On doit aussi créer les modèles qui vont effectuer les analyses, donc paramétrer nos modèles de traitement dans le cadre du moteur de recherche. Après, on a un très beau modèle avec une belle base de données, un beau truc très théorique qui peut donner des résultats très intéressants. Mais il faut le rendre utile au jour le jour. Le praticien ne va pas s'amuser à les programmer et taper dans la base de données au jour le jour. Donc, pour ça, il y a de l'applicatif, il y a beaucoup d'informatique, et de l'informatique intelligente. Et après, au fil de la vie, il faut évaluer au jour le jour les résultats. Parce que si jamais on a quelque chose qui est monolithique, on est passé à côté de l'histoire. Et enfin, bien entendu, quand on a évalué nos résultats, ce qui est intéressant aussi, c'est de les faire revenir dans notre modèle, mettre à jour notre modèle. Donc là, on a des choses qui sont évolutives. Enfin, on a le vétérinaire augmenté qui est en émergence. Ça, on le sait, il apparaît. À nous de prendre à bras-le-corps toutes ces nouveautés. Ce sont des outils qui ont un gros potentiel, un très très gros potentiel. Ne nous leurrons pas, ça ne remplacera pas le vétérinaire. C'est trop complexe. Ne serait-ce qu'en termes de données, il faut des dizaines de millions, des centaines de millions de cas, des centaines de millions de cas, très très bien paramétrés, très très bien documentés, pour obtenir un petit algorithme qui tienne bien la route. Si jamais on génère 50 millions de cas intéressants par an en France, c'est très très bien. On en est très très loin. Et puis, enfin, là, on a parlé des choses simples, on a parlé de l'examen clinique, le sacro-saint examen clinique, mais le sacro-saint examen clinique est amené à évoluer. Il va intégrer de nouvelles choses, il va intégrer de nouvelles données, et là, on va avoir une nouvelle interopérabilité qu'il faudra intégrer dans les algorithmes. Voilà, je vous remercie.